Le débat. La grande manifestation de prestige Europalia bat donc son plein en ce moment, une manifestation qui cette année est bien entendu consacrée à l'Inde. Or, l'Inde et sa culture ont toujours eu une place particulière dans l'imaginaire occidental qui lui voue un mélange de fascination et de répulsion. Alors l'Inde est-elle en train de faire son grand comeback sur les écrans radars de l'Occident? En tout cas, de nos jours, les images très colorées que la culture indienne projette autour d'elle deviennent de plus en plus familière, notamment grâce à la spiritualité et au cinéma, deux des principaux produits d'exportation culturelle de l'Inde. Mais ce continent insolite a toujours quelque part de quoi nous surprendre, un rôle dans lequel il excelle depuis des milliers d'années. Alors aujourd'hui, dans Et Dieu dans tout ça, je vous propose d'explorer la manière dont l'Inde interagit avec le monde occidental depuis très longtemps. Nous parlerons donc beaucoup d'histoire et de culture, évidemment, mais également de philosophie et de religion, avec nos trois invités. Tout d'abord, Joachim Lacrosse. Bonjour. Bonjour. Joachim Lacrosse, donc philosophe et musicien. Vous êtes en effet un joueur de sitar. On peut vous entendre d'ailleurs à Bruxelles et ailleurs dans les semaines qui viennent. Vous êtes notamment professeur de philosophie aux facultés Saint-Louis à Bruxelles et à l'ISTI, donc Institut supérieur des traducteurs-interprètes, également à Bruxelles. À vos côtés, Philippe Guénens. Bonjour. Bonjour. Philippe Guénens, vous êtes également philosophe et orientaliste, maître de conférence à l'Université de Liège. Et enfin, face à vous, nous sommes heureux de pouvoir saluer Alok Nandi. Bonjour. Bonjour. Alok Nandi, donc vous êtes plutôt un auteur, réalisateur multimédia, spécialiste notamment de tout ce qu'on appelle les nouveaux médias. Et vous êtes également un très bon connaisseur de la culture indienne contemporaine, alors pour le coup. Alors, Joachim Lacrosse, on va commencer avec vous. Vous avez été tout récemment à la base d'une grande conférence intitulée « Le corps et l'esprit dans les philosophies de l'Inde ». Ça s'est déroulé à l'Académie royale de Belgique à Bruxelles. Alors, l'usage du corps pour philosopher, c'est ce qui avait justement déjà étonné Alexandre le Grand il y a plus de 2000 ans lorsqu'il est arrivé en Inde. En tout cas, il est clair que Alexandre et ses compagnons ont été frappés par la nudité qui caractérisait les ascètes, les sages, les sophistes, les philosophes. Tous ces termes ont été utilisés pour les décrire par les textes grecs et romains. Et donc, on était vraiment impressionné par la nudité de ces sages, de ces philosophes. Et à partir du 1er siècle avant notre ère, le nom qui était l'appellation consacrée, c'est devenu les gymnosophistes. Donc, les gymnosophistes, ça veut dire les sages tout nus. Alors, à proprement parler, il n'y a qu'un courant spirituel en Inde qui pratique la nudité intégrale, qui est même un courant du jaïnisme. Mais très vite, la nudité en est venue à symboliser des tas d'autres choses, le dénuement, le renoncement aux biens matériels et tout ce qui s'ensuit. Philippe Guénens ? Oui, simplement deux petites choses, peut-être pour insister effectivement sur le fait que derrière la nudité, on parle évidemment du renoncement, et pour la Grèce, pour les Grecs de cette époque, au fond, il y avait tout un débat entre ceux qui effectivement prétendaient vouloir se passer un peu de tout, notamment les cyniques, Socrate d'une certaine manière, et d'un autre côté, bien entendu, au contraire, les sophistes ou d'autres sages qui entendaient vivre une vie très profane et très matérielle, dans tous les sens du terme aussi, réaliser cette vie-là. Donc là, il y avait au fond en Grèce un débat. Et donc, évidemment, les Grecs ont dû être certainement très, très interpellés par cette idée plus générale du renoncement en Inde et donc du dépouillement. Et d'autre part aussi, le fait de vraiment vivre, au fond, cette philosophie dans son corps. Et là aussi, on retrouverait finalement un débat ancien, notamment chez Démocrite et chez d'autres en Grèce. Donc, au fond, la Grèce a vu une sorte de modèle et d'anti-modèle tout à la fois. Petite incise avec vous, Alok Nandi, tout de suite, les renonçants, les sadhus, des hommes pratiquement nus ou totalement nus d'ailleurs, qui se promènent dans les rues en Inde, c'est pas une légende, il y en a toujours aujourd'hui, non ? Il y en a, mais je dirais peu. Moi, je souhaite vous proposer de faire un recul et de se dire, tiens, renoncement, représentation du vide, et c'est là qu'on a un sujet fascinant, c'est cette notion de le zéro. On peut se poser les questions sur d'où vient la représentation du vide en zéro,
dans l'histoire de la philosophie. Et lorsqu'on parle de renoncement, je fais une corrélation avec cette chose abstraite qui a eu lieu il y a bien longtemps, où des philosophes, des mathématiciens, des religieux, des musiciens ont pu converser dans une dynamique qu'on retrouve aujourd'hui et pour laquelle on est fasciné, en se disant, mais comment se fait-il qu'il y a 2300, 2400 ans, ces différents regards ont pu permettre de faire émerger cette notion de la représentation du vide qui est le zéro et qui aujourd'hui a une importance fondamentale dans notre culture contemporaine. Donc Joachim Lacrosse et Philippe Guénens, cette idée d'une influence peut-être croisée d'ailleurs entre l'Inde, la Grèce via la Perse, avec un substrat culturel aussi commun, puisqu'on parle de civilisation quand même avec le tronc indo-européen qui leur est commun. Est-ce que ça c'est vraiment avéré selon vous ? Vous êtes des grands spécialistes, vous adoptez cette idée ? En termes de recherche académique, c'est très difficile de trouver des éléments absolument probants qui vont aller dans le sens. Et quel que soit d'ailleurs le thème sur lequel on travaille, moi j'ai pu travailler sur certains penseurs comme Plotin ou Pyrrhon. Alors la question se pose, est-ce que, en tout cas, leur biographe leur prête un intérêt, en tout cas, un intérêt certain pour les spiritualités, les philosophies de l'Inde. Alors, est-ce que on peut trouver des parallèles entre le scepticisme de Pyrrhon et certains aspects de la pensée bouddhique, par exemple ? On peut trouver des parallèles entre le mysticisme de Plotin et certains aspects du Vedanta, par exemple, qui est un courant philosophique majeur en Inde, même s'il est apparu plus tard. On peut trouver des rapports aussi plus tard entre le vouloir vivre de Schopenhauer, qui est un peu l'ancêtre de l'inconscient freudien, et aussi des doctrines indiennes. Et donc, on pourrait dire qu'à un niveau superficiel, ces grandes postures philosophiques que sont le scepticisme, le mysticisme ou la découverte de l'inconscient, ces grands moments de l'histoire de la philosophie ont été peut-être de façon très lointaine alimentés par un dialogue avec l'Inde, mais qui est un dialogue dans lequel la connaissance de l'Inde est très faible finalement. La connaissance de l'Inde réelle est très faible et c'est très vite les fantasmes qui ont alimenté quelque chose. Les fantasmes, on va y revenir parce qu'ils ont la vie dure, ils traversent les siècles et même les millénaires. Philippe Guénens, sur cette idée d'une influence réciproque, oui. Donc, vrai ou pas vrai ? Effectivement, je suis bien d'accord avec Joachim pour dire qu'il est indéniable qu'il y a eu influence, point de passage. Dans quel sens d'ailleurs, on peut toujours se poser la question. Juste un exemple. Donc l'atomisme existe évidemment chez les Grecs, chez Démocrite précisément, et il existe aussi dans une école brahmanique très particulière qui s'appelle le Vaisheshika. Or, franchement, si on analyse les fragments de Démocrite pour ce qui concerne l'atomisme et d'autre part la philosophie Vaisheshika, on se rend compte que leur atomisme n'a rien à voir l'un avec l'autre. Donc, il faut faire très attention de ne pas se précipiter en quelque sorte pour essayer de retrouver ailleurs la même chose ou l'antithèse d'ailleurs aussi bien éventuellement. Donc là je crois qu'on n'y est pas du tout, mais je crois qu'on devrait surtout insister plus que de s'occuper on fait bien de le faire aussi des Grecs, mais surtout insister sur la Renaissance indienne, sur le fait que l'Inde a été tout à fait redécouverte à l'extrême fin du XVIIIe siècle, parce qu'un espèce de truand, de forban, qui était bibliothécaire du roi en même temps, Anquetil du Perron, qui a fait tous les métiers du monde, qui a été pirate, etc., a finalement traduit les Upanishads de leur version persane d'ailleurs en latin. Et c'est là que Schopenhauer, à la génération suivante, évidemment, en prend connaissance. Et c'est vraiment le démarrage. Et c'est une histoire qui dure, évidemment, depuis longtemps. Je pense à une lettre relativement peu connue de Voltaire, d'un an avant sa mort, qui loue l'Inde et la vertu des brahmanes. C'est un peuple dont nous tenons le tric-trac et la géométrie, dit-il, etc. Il écrit à un fermier général près de Patna pour recevoir des ouvrages sur l'Inde, en anglais bien entendu, et je dois vous avouer une certaine émotion quand à la fin de sa lettre, Voltaire, j'entends bien qu'il y a quelque chose aussi d'une pause, mais
il y a un élan, dit « je partirai en Inde » quand j'aurai la force et la vigueur pour le faire, et évidemment, 1 an plus tard, il est mort. Est-ce que le choc colonial a modifié la perception que les Européens avaient de l'Inde? J'imagine que la réponse est oui, mais entre donc le XVIIIe siècle où les philosophes comme Voltaire avaient l'air d'encenser l'Inde, et puis je dirais l'attitude quand même assez condescendante, voire méprisante qu'ont pu avoir les coloniaux britanniques en tête, mais il y avait aussi des Français, des Portugais, il y a eu des Danois, des Hollandais, enfin tout le monde s'y est mis, où on avait une vision peut-être un petit peu négative à un moment de l'Inde, hein, une certaine fascination au XVIIIe siècle et puis une répulsion quand même au XIXe, XXe. Alors oui, qui peut répondre? En définitive, Philippe Guénens. En définitive, je crois qu'on peut dire qu'il y a une chose et son contraire, à savoir de la condescendance, comme vous dites, et aussi évidemment de la part de quelques philosophes, de quelques occidentaux qui sont allés étudier sur place réellement beaucoup d'intérêt. On constate d'ailleurs que très souvent, dans les premières traductions indiennes, c'est-à-dire faites en Inde même, très souvent on a un Anglais, ou une Anglaise d'ailleurs, et un Brahman. Donc on fait les traductions à 2. Mais il ne faut pas se cacher le fait que c'est vrai que l'attitude était quand même terriblement condescendante, franchement négative. Schopenhauer en parle aussi d'ailleurs, de dire quelle idée d'envoyer nos pasteurs, etc., en Inde pour les convertir, alors que leur sagesse est plus millénaire, etc., que la nôtre. Donc, en même temps, une volonté de bien connaître surtout les religions, plus que les philosophies. Pourquoi ? Parce qu'on forme dans des séminaires qu'ils soient catholiques ou réformés, peu importe, on va former toute une série de gens qui vont aller là-bas et qui vont bien entendu apporter l'évangile et la bonne parole du christianisme, dont ils doivent savoir à qui ils s'adressent. Et donc, même si l'intention, en quelque sorte, de mon point de vue en tout cas, ne peut pas être vraiment heureuse, je dirais que la conséquence, malgré tout, n'est pas nécessairement si néfaste. Oui, Alok Nandi. Avec des paradoxes qui sont intéressants à analyser. Si on retourne en 1790, on avait un peintre de marine à Anvers, Ferdinand Balthazar Solvens, qui est parti à Calcutta par dépit amoureux et qui a passé une dizaine d'années à peindre les artisans, métier par métier, caste par caste, qui a fait des dessins, des satis. Il est revenu à Paris en 1804 et à compte d'auteur, il en a tiré des gravures et un ouvrage dont le titre est Les Hindous. Et nous avons là le regard de quelqu'un qui était ni indien, ni du côté colonialiste anglais, et qui apporte une sorte de regard de documentariste, et qui dévoile la société à travers sa passion des sujets. Et je trouve que ces exceptions-là, cette passion qui est apportée à une culture de l'autre, mérite aussi d'être mise en exergue. Et ça dévoile des facettes de culture et de complexité qu'on connaît peu. Et dans l'exposition Indomania, on retrouve Solvens, qui a vécu à Anvers, qui était à Calcutta, revenu à Paris, et qui est décédé ici en Belgique, que la Belgique n'existait pas encore. On va sauter très rapidement et très arbitrairement quelques étapes. Venons-en peut-être à la redécouverte de la richesse de l'Inde que les Européens ont faite à partir, après la fin, en réalité, de l'époque coloniale. Alors on est là dans les années 60, 70. Il y a déjà d'autres choses avant, évidemment. Alok Nandi, je vois que vous hochez de la tête. Mais dans le fond, cette redécouverte des années 60, à l'époque du New Age, du mouvement hippie, avec quelques vedettes du show business qui vont faire des voyages mémorables en Inde. Est-ce que c'est vraiment un moment historique selon vous ? Alors que j'imagine qu'il était déjà préparé de longue date. Moi, je fais 2 parenthèses. La première, c'est 1913. Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature. Donc le premier non-occidental, non-européen. Dans les années 30, Tagore était cet étrange personnage mystique, mais qui avait une réputation fascinante, les relations entre Tagore et Victoria Ocampo en Argentine. Et donc on avait cette fascination de l'Inde
fin des années 20, début des années 30. Même déjà à la fin du 19e, avec des mouvements spiritualistes qui vont aller chercher en Inde, leur source d'inspiration. Ça, c'est encore une autre histoire, certainement. Et puis, on peut revenir sur le post-indépendance des années 60 et le New Age dont vous parliez. Oui. Et avant ça encore, alors j'alimente ce que vous dites. La figure de Gandhi peut-être a été aussi extrêmement importante pour frapper l'imaginaire des Européens. Avec ce côté répulsion dont vous parliez, parce que Gandhi cristallise la haine que les Anglais avaient pour tous ces mouvements, vu que ça prend de l'autonomie, ils perdent le contrôle, et donc ça pose des questions. Philippe Guénetz ? Oui, donc bien sûr la grande figure de Gandhi, et aussi pour rebondir sur Rabindranath Tagore, qui a voyagé en Europe, qui a fait toute une série de conférences et d'exposés, par exemple à l'université de Marburg, où vraiment toute l'Allemagne s'est déplacée, paraît-il, pour venir l'entendre. Donc il y a eu là quand même, c'est vrai, on peut parler de préparation, tout un cheminement qui a été fait avant d'arriver à cette époque des années 60 et 70. On constate une sorte de désintérêt pour l'Inde après la Grande Guerre de 14-18. Pourquoi ? 2 raisons, connues des sociologues. La première, c'est que beaucoup d'Anglais bien informés commencent à sentir qu'on est à la fin de l'époque coloniale. Alors, certains, évidemment, ne veulent pas l'admettre du tout, veulent retarder, que sais-je, mais l'heure n'est plus vraiment, finalement, à se tourner avec beaucoup d'intérêt pour l'Inde. On va quitter l'Inde tôt ou tard. Et d'autre part, il faut aussi dire que toute une génération d'orientalistes britanniques et autres est restée couchée quelque part sur les champs de Flandre dans le conflit. Donc on se rend compte que des ouvrages, des traductions qui avaient commencé ont été inachevées, etc. Enfin voilà. Oui. Donc, mais malgré tout, il y a cette maturation. Il y a toujours eu l'un ou l'autre franc-tireur qui finalement est allé en Inde, qui a rapporté quelque chose de l'Inde. Chez nous, par exemple, le comte Gobelet d'Alviela, qui était quand même très très bien introduit. D'autre part, le comte Hermann Kesserling pour l'Allemagne, qui a d'ailleurs fondé une école de sagesse à Darmstadt. Donc finalement, il y a eu cela, toute cette maturation qui va déboucher. Et là, c'est vraiment effectivement très très étonnant sur un intérêt beaucoup plus massif dans les années 60 et 70. Alok Nandi ? Et donc là, on entend le voyage d'occidentaux qui ont été en Inde ou qui sont fascinés par ce qui est indien. Et je regarde aussi des personnages comme Ram Mohan Roy, qui eux sont en Inde, sont fascinés par des technologies occidentales, les importent, ou la naissance du roman, le phénomène culturel de la Renaissance bengali. Et tous ces phénomènes-là montrent que les allers-retours sont fascinants au milieu du 19e siècle. Et au début du 20e siècle, le cinéma a fait une percée assez rapidement en Inde. Une appropriation des technologies cinématographiques 1 an après le lancement par le cinématographe des frères Lumière. Le cinéma existe en Inde. Et cette année, on fête le centenaire d'un cinéma indien fait par des cinéastes indiens, mais déjà en 1896-97. Joachim Lacrosse, les cultures indiennes continuent de nous fasciner. Alors, on a parlé jusqu'ici beaucoup de religion, de philosophie. On vient de parler de cinéma. La musique en est un autre, sûrement. Oui, d'abord sur le cinéma, il y a un film sur lequel j'ai l'occasion de travailler comme musicien pour le moment, qui est le Prem Sannyas, un film sur la vie du Bouddha, qui a été fait en 1927 et qui a été un succès planétaire, un des premiers succès planétaires cinématographiques, et qui était un film germano-indien de 1927, qui était basé sur un poème d'un lord anglais, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Mais donc, là, on est dans... la coproduction Inde-Europe, si on parle exactement, on est dans de la coproduction Inde-Europe. Alors effectivement, sur le plan de la musique, il y a... Donc vous posiez tout à l'heure la question, est-ce que c'est un événement historique, les années 60 ? En tout cas, il y a un événement qui s'est passé dans le domaine de la musique, c'est Ravi Shankar qui est venu faire découvrir tout un monde, tout un univers d'une richesse incroyable
à des Européens éberlués, fascinés, qui sont tombés à la renverse s'ils ne se sont pas assoupis directement. Mais peut-on citer le frère de Ravi Shankar ? C'est lui, en tant que chorégraphe et danseur, qui voyageait. Et Ravi Shankar, enfant, accompagnait son frère. Et c'est dans ces tournées européennes que Ravi Shankar s'est aussi approprié des composantes de culture européenne et qu'il a compris qu'il avait quelque chose à partager. Mais sur le plan musical, il y a eu vraiment aussi une appropriation du son du sitar, en particulier en l'occurrence de Ravi Shankar, par la pop musique, pas seulement les Beatles, mais il y a dans les années 60 et il a été à Woodstock aussi, donc il a vraiment contribué à travers cette réappropriation. De nouveau, c'est toujours la même chose. Hein. On fantasme quelque chose qui n'est plus tellement l'Inde, qui est une Inde recuisinée par l'Europe, et en même temps, grâce à ça, d'autres dans la foulée peuvent aller chercher d'où ça vient, d'où vient ce son magique du sitar. Il vient d'une tradition millénaire dans laquelle il y a des ragas qui sont développés. Donc c'est un son parmi tant d'autres, et donc ce son, il n'est que la pointe de l'iceberg. Il a permis à des tas de gens d'aller pratiquer aussi cette musique et de la découvrir plus profondément. Philippe Guénet ? Si je ne me trompe pas, je crois que la première utilisation du sitar dans la musique pop-rock, c'est Norwegian Wood des Beatles. Donc ça remonte quand même, je crois, 64, si je ne me trompe pas. Mais je voudrais rapporter une anecdote qui illustre, à mon avis, combien, au départ, cette musique qui fascinait, que l'on trouvait sans doute d'emblée sublime, etc., était mal comprise. Je crois que c'est sur le disque de Woodstock, l'enregistrement de Woodstock, que Ravi Shankar intervient tout au début de son concert pour remercier le public d'avoir applaudi. Et en fait, il ne faisait qu'accorder les instruments. Et il dit, si en accordant les instruments, déjà vous appréciez tellement ce que nous faisons, nous espérons que le concert vous plaira encore davantage. C'est un peu une boutade, et c'est bien à l'image de Ravi Shankar que j'ai eu l'occasion d'entendre moi-même aussi, qui était un personnage merveilleux aussi de gentillesse, en plus de son talent, bien entendu. Et dont l'une des filles perpétue la tradition musicale et même, je dirais... Anouchka Shankar, qui est à la croisée des cultures. Tout à fait, oui. Tout à fait. Est-ce que ce moment des années 60-70 est l'une des premières, certainement pas la première, mais enfin l'une des plus spectaculaires concrétisations de la mondialisation de la culture, et je dirais à la fois la culture de l'Inde commence à se répandre de manière plus positive dans les grandes masses populaires européennes par le biais des Beatles, leur fameux séjour en 1968. Ça tient un peu de la légende, cette histoire-là. Mais est-ce que ce n'est pas, Alok Nandi, peut-être l'un des signes de cette mondialisation de la culture indienne qui, en même temps, se coupe un petit peu de ses racines traditionnelles, parce qu'on parlait de raga tout à l'heure, qui sont des formes liées aussi à une certaine tradition religieuse, en tout cas spirituelle. Et là, est-ce qu'on entre dans les années 60-70 dans la mondialisation, la commercialisation également? J'ai une thèse légèrement contradictoire, parce qu'on parle de musique, on parle de haute culture, entre guillemets, mais je retourne dans la culture culinaire. Et je regarde le voyage du curry, mélange d'épices. Et je retourne encore plus loin dans le temps, et il faut savoir que la notion de cuisine pimentée en Inde existe grâce au piment du Mexique qui a été apporté au XVIe siècle en Inde. Sinon, avant, la cuisine piquante en Inde était piquante grâce au poivre. Et inversement, la mangue, fruit qu'on retrouve au Mexique ou en Amérique du Sud, vient d'Inde. Donc cette notion de globalisation, je la vois déjà de manière plus large et ample dans cette matière qu'est le culinaire, le goût. Et puis, on peut bien sûr souscrire à votre thèse de la haute culture. Vous êtes gentil. des années. Dans l'Empire romain, d'ailleurs. Dans l'Empire romain, il y avait énormément, sur les marchés à Rome, dans l'aristocratie, il y avait énormément de mets indiens qui étaient très prisés et qui étaient rapportés par certains commerçants. Alors, les mets matériels sont plus faciles à exporter que les mets spirituels, évidemment. C'est peut-être ce qui a motivé les navigateurs portugais pour franchir les mers, contourner le Cap et arriver finalement donc dans le sud de l'Inde. La motivation, elle était
pécuniaire et culinaire. Ouais. Ils ont Philippe bu Guénens. de Calico à Calicut, et ils ont bu du punch qui s'appelait pancha. Mais c'était 5 jus de fruits et pas 5 alcools. Ils ont un petit peu, voilà. Les boucaniers ont adapté cela après, évidemment. Mais il faut quand même bien se dire que nous sommes rentrés, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur le fait qu'avec une circulation, notamment des aliments, l'échange de recettes et de traditions culinaires, etc., là on remonte bien loin et on remonte certainement jusqu'à l'Empire romain. Mais notre époque, à mon avis, est quand même caractérisée par cette mondialisation. Et on est allé fort loin. Les Beatles, par exemple, on en parlait il y a une minute, ont été jusqu'à utiliser quelques mots sanscrits dans une chanson, dans Across the Universe. Tout le monde s'est rué là-dessus. Et puis on constate que, au fond, il y a un phénomène de mode qu'on ne s'explique pas bien, c'est-à-dire que l'Inde peut séduire pendant 10 ans, 15 ans, et ce sera l'Inde et ce sera par exemple le yoga. Et ce seront les voyages en Inde. Et puis après, on s'intéressera plutôt à d'autres cultures, que sais-je, moi, aux arts précolombiens, ou à la Chine, ou au Japon. On a constaté, notamment dans les facultés à Paris, de langues orientales, que voilà, au fur et à mesure que l'on se détournait des langues indiennes, soit anciennes, soit modernes, l'hindi, le tamil, etc., eh bien, on se tournait, par contre, plutôt vers le chinois, le japonais, etc. Mais ce qui m'interpelle un petit peu en tant que philosophe, c'est de me poser la question, mais finalement, pourquoi quelle est la motivation de cet intérêt? Qu'est-ce qu'on retient réellement d'une culture? Qu'est-ce qui nous séduit ou nous fascine dans cette culture? Et est-ce qu'on ne trahit pas une culture en s'intéressant à elle pour de mauvaises raisons? En la travestissant ou que sais-je. Y a-t-il de mauvaises raisons de s'intéresser à l'Inde, à Alok Nandi? Avant de parler des mauvaises raisons et rebondir sur le fait que le son indien est partout, se rend-on compte que à la RTB, tous les jours, à la fin de l'émission de Fabienne van der Merch, nous avons un petit jingle musical qui est un son archétype de l'Inde. Tout à fait. Et donc, l'Inde envahit notre quotidien ici en Belgique. Oui. Pour rebondir sur ce que vous disiez, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises raisons. Il reste toujours cette fascination de pourquoi ou comment se fait-il que telle chose surnage. Et ça, c'est une question qui nous travaille tous. Oui. Et vous avez des réponses, Joachim Lacrosse? Des réponses, certainement pas, mais je pourrais reformuler le problème. Moi, ce qui m'a frappé, si on compare l'époque à laquelle je me suis intéressé, l'époque de l'Empire romain et les textes gréco-romains sur l'Inde, et l'époque plus récente, ce qui me frappe, c'est vous parliez de mondialisation. À l'époque, il y a aussi une mondialisation de l'économie, de la culture, etc. C'est un phénomène typique. Et ce qu'on observe, c'est que d'un point de vue philosophique, les gens ne sont plus dans une philosophie qui va rechercher le bien commun, c'est-à-dire le bien de la collectivité, finalement la cité-État grec étant le point de référence. Mais les Indiens vont plutôt intéresser des courants philosophiques qui sont ou dans lesquels le salut est individuel, c'est-à-dire les questions qui se posent, et je pense que là on a un parallèle à faire avec l'époque actuelle. Les questions qui se posent, c'est la question du rapport entre l'homme et le cosmos, et finalement dans un univers de plus en plus mondialisé où la communauté politique devient finalement un peu abstraite, l'individu a tendance à finalement se retrouver, les individus contemporains par exemple, ont tendance à se retrouver dans des philosophies qu'à tort ou à raison, auxquelles à tort ou à raison ils prêtent à tort ou à raison l'ambition de faire un lien d'immédiateté entre l'individu et l'univers entier, oui. Ou quelque chose de l'ordre de l'univers. Et alors justement, puisque d'emblée dans l'introduction j'y faisais allusion, l'Inde a été longtemps prisée, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est la question, pour justement ces religions, ces philosophies, ces spiritualités qu'on a été chercher aussi à un moment donné, notamment dans les années 60-70 et jusqu'à encore tout récemment. Donc je parlais avec un certain humour de produits d'exportation à propos de la spiritualité. Est-ce que c'est le cas et est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, Philippe Guénens? Oui, donc je crois que le côté exotique qui évidemment frappait directement est un peu passé. Ou alors il est carrément accepté.
On peut aussi aimer dans l'art indien, dans une certaine iconographie religieuse, le kitsch par exemple, et écrire des articles élogieux sur le kitsch indien, etc. Bon, on peut assumer Bollywood, on peut assumer tout ça. Ce n'est pas comme dans les années peut-être 60 ou 70 où là, ma foi, on vénérait carrément l'objet de notre intérêt ou de notre contemplation. Donc là maintenant, on a quand même évolué, on a relativisé les choses, on peut davantage les comparer, à mon avis, les unes avec les autres, peut-être moins prendre les choses au sérieux, et finalement, c'est pas plus mal non plus. Alok Nandi ? Ne peut-on pas faire une corrélation entre l'Inde à la mode aujourd'hui et son succès économique? Parce que si je retourne dans le début des années 90, l'Inde était assez invisible d'un point de vue radar européen. Si on explore les années 2005-2006, on a Bon baiser de Lille, cette grande manifestation sur l'Inde à Lille. Et on voit qu'entre 2005 et aujourd'hui, il y a eu toute une série de manifestations à travers l'Europe qui dénotent de l'intérêt des commissaires européens, des opérateurs culturels sur cette Inde. Et d'un point de vue indien, on voit que des artistes indiens et autres ont l'occasion de montrer qu'ils brillent, qu'ils existent, qu'ils ont un discours et qu'ils viennent ainsi déconstruire certaines images qu'on a de l'Inde. Les malentendus persistent malgré tout. On a un superbe exemple de malentendu, c'est Bollywood. Le mot Bollywood est aujourd'hui synonyme de cinéma indien, alors que si on regarde dans la production, il y a 1600 films qui sont produits par an, il y a moins de 300 films qui sont de Bollywood, Bombay, Mumbai, alors que les autres films viennent de Kollywood ou Tollywood, donc les autres courants de cinéma indien. Donc c'est... Alors, Alok Nandi, puisqu'on parle du cinéma indien, il y a des grands succès, qui vraiment des films qui ont bien, je dirais, percuté le public occidental, hein, notamment, on pense à Salam Bombay de Mira Nair dans fin des années 80, mais aussi Slumdog Millionnaire, il n'y a pas tellement longtemps. C'était un très très grand succès. Ça a aussi véhiculé une certaine image de l'Inde, d'ailleurs contrastée, hein, parce que on ne montre pas que des choses positives dans ces films-là. Est-ce que l'Occident a besoin, à intervalles réguliers, de se voir projeter ses propres fantasmes sur l'Inde, en fait? C'est une hypothèse que j'avais dans une de mes interventions, c'est que tous les 10-12 ans, l'Occident, dans sa recherche d'altérité de l'autre et de se renforcer sa confiance en soi, avait besoin d'un film sur les bidonvilles. Et dans une de mes interventions, je provoquais les étudiants en disant, voilà, si vous analysez l'histoire du cinéma, tous les 10-12 ans, vous avez Salam Bombay, La Cité de la Joie, Slumdog Millionnaire, qui n'ont rien à voir avec Bollywood, hein, entre parenthèses, mais qui renforcent le côté dépression, image triste qu'on a dans certains moments en Europe en se disant « il y a pire ailleurs ». Et là, les médias font un travail qui est d'un flou qui mérite analyse et réflexion. Nos invités pour cet échange sur l'Inde étaient donc Joachim Lacrosse, professeur de philosophie aux facultés Saint-Louis, mais également musicien et notamment compositeur du morceau que nous entendons pour l'instant. À ses côtés, il y avait Philippe Guénens, orientaliste, maître de conférences à l'Université de Liège, et Alok Nandi, auteur et réalisateur multimédia et surtout spécialiste de la culture indienne contemporaine.